Selon eux, il y aurait des snipers à l'extérieur. Au loin, nous entendons des tirs de mortier. Mais nous ne croisons aucun soldat ennemi. Impossible de savoir si c'est une vraie manœuvre militaire ou plutôt une opération de communication. Pour rejoindre le Donbass, nous atterrissons à Dniepopetrovsk. Sur le tarmac, des avions de chasse et des blindés légers. C'est la base arrière de l'armée ukrainienne. Alexei est notre chauffeur. Allez, on y va. Direction l'Est. Donetsk est à 350 km. Pour contourner la ville contrôlée par les rebelles pro-russes, nous suivons le seul itinéraire possible. Une route secondaire cabossée par le passage des blindés de l'armée ukrainienne. Au bout de 4 heures de route, nous apercevons les faubourgs de Donetsk et les premiers dégâts. Regarde ça, c'est l'usine de textile. L'obus a dû tomber à côté et a incendié le bâtiment. Enfin, nous arrivons à Donetsk, la capitale du Donbass, la première région industrielle d'Ukraine. Aujourd'hui, les magasins et les banques ne fonctionnent plus. Sur 1 million d'habitants, la moitié ont fui les bombardements quotidiens. Cette cité est aux mains des rebelles pro-russes, soutenus par Moscou. Ils ont même instauré leur propre république, la DNR, la République du peuple de Donetsk. Pour filmer, nous devons nous accréditer auprès du tout nouveau ministère de la Communication. C'est quoi? L'employé du ministère semble habitué au bombardement. Apparemment, ce sont des tirs de chez nous. Oui, ce sont nos hommes qui tirent. Ces hommes, justement, qui sont-ils? Ils tiennent la ville, lourdement armés. Beaucoup n'ont pas de signes distinctifs sur leurs uniformes. Mais il ne fait guère de doute qu'ils sont soutenus par Moscou. À entendre leur accent, beaucoup n'ont pas l'air d'être ukrainiens. Venez, il vaut mieux passer par là, car si ça bombarde, vous pourrez vous abriter derrière l'immeuble. L'homme qui nous guide s'appelle Prorok, un russe dont le pseudo signifie le prophète. Il dirige une petite unité combattante. Comme lui, entre 3 et 4 000 Russes sont venus faire la guerre dans le Donbass. Mais on trouve également d'autres nationalités plus surprenantes, des Serbes, des Espagnols, des Allemands et même des Français. Le prophète en a 4 sous ses ordres. Ah bah c'est parti, hein. On va filmer un peu les ravages de la junte de Kiev. On va montrer ça un peu aux Français. Ils ont entre 25 et 26 ans. 2 d'entre eux, Victor et Nicolas, sont d'anciens militaires. Les 2 autres se présentent comme des étudiants. Ils assurent qu'ils ont payé eux-mêmes leur voyage et que leur objectif est de soutenir par les armes, mais aussi avec une caméra, les populations civiles du Donbass. Ouais, bah, c'est les impacts des obus qui ont été balancés sur l'infrastructure juste derrière. C'est un crime qui se passe ici, c'est une guerre aussi. Il faut tout montrer dans cette guerre. Et moi, ce que je pense en France, c'est que les médias français font surtout de la propagande contre la Russie. Voilà pourquoi je trouve que c'est très important de montrer ce que nous, on montre. Difficile de comprendre les vraies motivations de ces 4 hommes. Ils sont ouvertement pro-Poutine et contre ce qu'ils appellent l'impérialisme occidental. Nous, c'est clairement, nous menons une lutte anti-impérialiste. Nous avons apporté un soutien à la Syrie de Bachar al-Assad. Nous militons clairement pour la Libye verte, c'est-à-dire les pro-kadhafistes, clairement. Et ici, nous venons soutenir les populations russophones du Donbass. C'est un combat géopolitique et politique également, clairement. En gros, une amitié affichée pour les dictateurs. Ils font partie d'un petit groupe d'extrême droite baptisé Unité continentale qui milite pour une alliance entre l'Europe et la Russie. Sur Internet, ils affichent leur soutien aux milices pro-russes et lancent, sur de la musique hollywoodienne, des appels à la mobilisation. Ceci est une guerre mondiale. Nous sommes dans la même tranchée. Du Donbass à la France, de Slaviansk à Paris. Combat global, unité continentale. Problème, sur le terrain, les Français ne semblent pas très à l'aise. Ils nous emmènent dans un immeuble touché par des éclats d'obus où ils veulent faire des images. Premier handicap, la langue. Nicolas, qui est d'origine serbe, fait de son mieux.
Désolé, je ne comprends rien à ce que vous dites. Il faut parler en russe. Moi, je parle serbe, mais je parle mal le russe. C'est pas grave, bientôt vous parlerez le russe. Aucun des Français ne parle russe. Quant au prophète, leur commandant, il ne parle pas un mot de français. Au début, je ne comprenais rien à ce que disaient les Français, mais petit à petit, avec les gestes, on a réussi à communiquer. Ce qui nous unit, c'est qu'on trouve insupportable que l'armée ukrainienne tue des enfants et des femmes. Pas un problème donc pour le commandant. Mais dans les faits, les Français restent à l'arrière, loin des lignes ennemies. Allez, on retourne à la base. Le lendemain, le commandant d'une autre brigade accepte de nous présenter des combattants étrangers. Asseyez-vous. Mais cette fois-ci, c'est sur le front. Il y a beaucoup de nationalités différentes dans notre brigade. Des Russes, des Ukrainiens, des Moldaves, des Ossètes, des Grecs, des Tatars. En tout 2000 hommes, la milice Vostok est la plus importante de tout le Donbass. 2 hommes nous attendent, ce sont des Espagnols. Bonjour messieurs, vous voulez bien parler à la télévision française? Surprise, contrairement aux Français, ils se présentent comme des membres du Parti communiste espagnol. Mon nom, c'est Rafa, mais mon surnom, c'est Maki. C'est comme ça qu'on appelait les antifascistes pendant la guerre civile en Espagne. Et ça, c'est le Che. C'est un exemple à suivre. Le Che a fait la même chose que nous. Il s'est déplacé pour aider un autre peuple. C'est vraiment un exemple pour nous. Ce sont de bons combattants. Je n'ai rien à leur reprocher, ils sont courageux et ils sont doués. Malgré le bel enthousiasme du commandant, les combattants ne semblent pas vraiment utiles à la milice. Eux non plus ne parlent pas russe, ils ont un traducteur avec eux et ils n'ont reçu qu'une courte formation avant de partir au combat. Camarades, avant de mettre les balles dans le chargeur, il faut enlever la sécurité. Explique-leur bien ça. Mais alors, à quoi peuvent bien servir ces hommes mal entraînés qui ne parlent pas la langue? Peut-être sont-ils tout simplement de bons petits soldats de la propagande pro-russe. Le soir, à Donetsk, nous pouvons suivre une dernière fois les 4 combattants français en opération. Leur mission, patrouiller au plus près des lignes ukrainiennes. Selon eux, il y aurait des snipers à l'extérieur. Au loin, nous entendons des tirs de mortier. Mais nous ne croisons aucun soldat ennemi. Impossible de savoir si c'est une vraie manœuvre militaire ou plutôt une opération de communication. Retour à la base, les Français se sont fait peur. Et ce soir, ils nous donnent l'impression de ne pas savoir non plus ce qu'ils font ici. Bon, ça commence à devenir un peu plus sportif. On est quand même dans une zone de conflit, on est dans une ville assiégée, on se fait bombarder tous les jours. Je pense que les prochains volontaires, ces Français qui arriveront ici, il faudra qu'ils s'accrochent 2 fois plus que nous encore. Leur prochain objectif, faire venir dans la région d'autres volontaires français. Au moins une vingtaine, disent-ils. Là encore, impossible de vérifier s'ils disent vrai.